Ils étaient en route pour le Nouveau Monde quand une collision avec un iceberg a anéanti tous leurs rêves et leurs espoirs. Ce fut la panique, il y eut des larmes et des adieux déchirants, comme ceux de Jack et Rose. Mais est-ce vrai? Voyons si tu connais la véritable histoire du Titanic. L'histoire d'amour de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater est inspirée de faits réels. Qu'en dis-tu? Est-ce un mythe ou une réalité? L'histoire d'amour la plus émouvante du Titanic a en fait été entièrement inventée par le scénariste et réalisateur du célèbre film James Cameron. Certains passagers figurant dans le film ont pourtant bien existé, et, pure coïncidence, il y avait un J. Dawson à bord. Mais il s'appelait Joseph, pas Jack, et travaillait comme soutier. L'objet le plus cher disparu avec le Titanic est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce vrai selon toi? Du film. L'objet le plus précieux ayant coulé avec le Titanic est probablement un tableau de Mary-Joseph Blondel réalisé en 1814. Parmi les autres objets de valeur figurait un violon appartenant à Wallace Hartley, le musicien qui insista pour jouer jusqu'au tout dernier moment. Il y avait aussi une Renault type CB coupé de ville de 1912 qui coûterait aujourd'hui des millions de dollars. Un manuscrit de Joseph Conrad, des premières éditions de livres de Francis Bacon, 5 grands pianos Steinway et, bien sûr, des assiettes et des tasses en porcelaine fine et les bijoux des passagers de première classe. Le Titanic. Oui, c'est tout à fait vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire jamais construit. Il mesurait 270 mètres de long et avait une capacité maximale de 2435 passagers. Ce n'est pas grand-chose comparé au plus grand bateau de croisière actuel, le Symphony of the Seas. Il est juste un peu plus long que le Titanic, mais peut accueillir plus de 2 fois plus de personnes. Mais aucun paquebot n'a jusqu'à ce jour encore battu le Titanic en termes de luxe. Sa construction aurait aujourd'hui coûté plus de 200 millions de dollars. Les billets étaient assez chers. Et oui. En première classe, il fallait débourser l'équivalent de 1700 $ et jusqu'à 50 000 $ pour l'une des 2 plus belles suites. Les billets de seconde classe coûtaient 700 $ d'aujourd'hui. Une place en troisième classe coûtait entre 170 et 460 $ actuels. La plupart des passagers du navire insubmersible ont survécu. Vrai ou faux? Malheureusement, c'est faux. Seuls 37% des passagers ont survécu à la terrible collision. Environ 61% des passagers de première classe, 42% des passagers de seconde classe et 24% des passagers de troisième classe s'en sont sortis vivants. Le Titanic traversait le triangle des Bermudes au moment où les choses ont mal tourné. Et c'est probablement pour cela qu'il a coulé. Qu'en dis-tu? Mythe ou réalité? C'est un mythe à 100%. Le Titanic ne s'est jamais même approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 645 km au sud de Terre-Neuve, ce qui est très loin au nord des Bermudes, la zone tristement célèbre où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. La Lune est peut-être responsable du naufrage du Titanic. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. La Lune affecte fortement les marées terrestres. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante de notre satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers au Groenland. Les énormes morceaux de glace détachés des glaciers ont commencé à dériver vers le sud. La superlune est apparue juste 6 minutes après une grande marée. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint alors son maximum, et ce, 2 fois par mois. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil, rendant la gravité encore plus forte. C'est cette combinaison d'événements qui a entraîné l'une des marées les plus puissantes de l'histoire.
Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland dérivent vers les eaux côtières du Labrador et de Terre-Neuve où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit profiter d'une marée haute qui les entraînera plus loin. La marée de 1912 était aussi haute que possible. Plusieurs routes maritimes furent donc déplacées vers le sud en raison de l'exceptionnelle quantité d'icebergs. Mais pas celle du Titanic, bien sûr, car on le croyait insubmersible. Il a fallu 4 heures et 40 minutes au Titanic pour couler. Vrai ou faux? C'est faux. C'est plutôt lent étant donné les dégâts causés par l'iceberg. C'est sa construction moderne qui l'a empêché de couler rapidement. Il y avait 16 compartiments étanches dans la partie inférieure du navire. Il devait le protéger en cas de voie d'eau. Lorsque l'iceberg s'est écrasé sur la coque, il a brisé 6 des compartiments. Le Titanic aurait pu continuer à flotter si seulement 4 d'entre eux avaient été endommagés. L'eau a rempli les 6 premiers compartiments en 1 heure. Cela a entraîné une légère inclinaison du navire sur le côté droit. Une fois ces compartiments remplis, l'eau a commencé à se déverser dans le 7e. Et à partir de ce moment, le naufrage a commencé à accélérer. La proue du navire s'est enfoncée dans l'eau et la poupe s'est soulevée. Les fusées de détresse ont joué un rôle important dans la tragédie du Titanic. Vrai ou faux? Qu'en penses-tu? C'est vrai. Lorsqu'un navire coule, les membres de l'équipage doivent envoyer des fusées de détresse rouges. Cela indique à tous les navires à proximité qu'un bateau est en danger. Mais pour une raison inconnue, quelqu'un avait mis des feux blancs dans la caisse à fusée du Titanic. Lorsque le navire s'est écrasé contre l'iceberg, les membres de l'équipage ont donc lancé des fusées blanches. Un autre navire, le SS Californian, se trouvait non loin à ce moment. Son capitaine savait que le Titanic traversait une zone dangereuse. L'équipage du SS Californian n'a pas vu le Titanic couler dans l'obscurité, mais ses fusées blanches étaient visibles. La communication radio entre les deux navires ne fonctionnait pas. L'opérateur avait éteint son récepteur. Le capitaine du SS Californian a alors envoyé un message à l'aide d'une lampe de signalisation Morse. Mais il était trop tard. Le navire était déjà sous l'eau. Personne ne pouvait donc plus répondre. Un autre navire, le Samson, naviguait tout près du Titanic. Il progressait tout feu éteint afin de chasser le phoque, une pratique illégale. Lorsque son capitaine a vu les fusées blanches du Titanic, il a pensé qu'il s'agissait des gardes-côtes. Le Samson s'est alors éloigné aussi vite que possible. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient abandonné les passagers à leur sort tragique après leur arrivée en Islande. En 1996, une expédition a réussi à faire remonter le Titanic du fond de l'océan. Est-ce vrai ou faux selon toi? Des idées ont été proposées sur la façon de remonter le Titanic. Utiliser de l'air comprimé, une cage de mailles, le recouvrir d'azote liquide ou encore se servir d'aimants très puissants. La seule véritable tentative a eu lieu en 1996 et elle a échoué de façon spectaculaire. L'objectif était de soulever une partie de sa coque, qui pesait environ 21 tonnes. Ce morceau aurait été le plus grand à revoir la lumière du jour, si l'opération avait réussi bien entendu. 4 grandes bouées remplies de diesel ont été descendues au fond de l'océan et attachées à la coque. Puis les bouées ont commencé à soulever un morceau de plaque. Elle n'était plus qu'à 60 mètres de la surface lorsque le temps s'est soudain dégradé. Les membres de l'expédition ont alors décidé de tirer la plaque vers des eaux plus calmes à environ 130 km de là. Mais bien avant qu'ils atteignent cette destination, la plaque s'est brisée en deux et une partie est redescendue au fond de la mer. 2 des bouées semblent s'être détachées et la coque a coulé. Le Titanic tomberait très probablement en poussière si l'on essayait à nouveau de le faire remonter. Alors, combien de bonnes réponses as-tu obtenues ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 énigmes à te proposer. Mais cela ne signifie pas que tu parviendras à les résoudre. Se trouve une île isolée où résident 20 habitants. Ils sont tous nés là-bas. Et toute leur vie, ils ont été passionnés par les mathématiques, ce qui les a aidés à devenir de parfaits logiciens. Malheureusement, ils sont prisonniers de l'île. Ils ont beau être formés pour remporter le prix Nobel, ils sont tout de même coincés ici. Enfin, à vrai dire, il existe bien un moyen. Chaque habitant de l'île a la possibilité de s'adresser à un garde pendant la nuit et demander à quitter l'île. Si celui qui a demandé à partir a les yeux verts, il sera autorisé à s'en aller. Autrement, il sera jeté dans le volcan de l'île. Alors, évidemment,
personne ne veut prendre le risque, parce qu'aucun d'entre eux ne connaît la couleur de ses propres yeux. En réalité, ils ont tous les yeux verts, de sorte que chacun d'entre eux pourrait théoriquement partir. Mais aucun n'a tenté le coup. Ils ne disposent d'aucune surface réfléchissante. Ils sont muets et n'ont pas le droit de communiquer entre eux de quelque manière que ce soit. La seule fois où ils se côtoient tous, c'est quand on fait l'appel, tous les matins. Un jour, j'ai eu le privilège de me rendre sur cette île et de me présenter lors de l'appel. Il m'était permis de faire une annonce, mais il y avait une règle stricte. Je ne pouvais pas leur apporter de nouvelles informations, sauf si je voulais être jeté dans le volcan moi aussi. Mais je souhaitais vraiment les aider. Alors voici ce que j'ai déclaré. Au moins l'un d'entre vous a les yeux verts. Combien de jours faudra-t-il pour qu'ils quittent tous l'île après mon annonce? D'accord, le nombre de 20 est peut-être un peu difficile à cerner d'emblée. Alors considérons d'abord le cas de 2 insulaires, Eta et Phi. Tous deux ont les yeux verts, mais ils ne connaissent pas la couleur de leurs propres yeux. Le jour où je fais mon annonce, ils y prêtent une attention particulière et se dévisagent l'un l'autre, en tâchant de se souvenir de la couleur des yeux. Eta voit que Phi a les yeux verts, ce qui correspond à ma déclaration. Mais elle n'est pas sûre d'avoir les yeux verts elle aussi. Phi fait de même. Il voit la couleur des yeux verts d'Eta, mais il n'est pas sûr de la couleur de ses propres yeux. La nuit arrive et aucun d'entre eux ne quitte l'île. Lorsqu'ils se revoient le lendemain, ils réalisent quelque chose. Eta se rend compte que si Phi avait vu qu'elle n'avait pas les yeux verts, il aurait compris que la personne aux yeux verts, c'était lui. Et il aurait donc quitté l'île cette nuit même. Mais il ne l'a pas fait. Eta comprend donc que Phi a vu ses yeux verts et qu'il n'était pas certain de la couleur de ses propres yeux. Elle-même doit donc avoir les yeux verts. Phi suit la même logique et en déduit qu'il a également les yeux verts. Ils le savent maintenant tous les deux, et le second soir, ils partent ensemble de l'île. Dans le cas de ces 2 insulaires, ils sont partis tous les deux le 2e soir. Maintenant, imaginons qu'il y ait 3 personnes sur l'île, Eta, Phi et Theta. Chacun d'entre eux voit 2 personnes aux yeux verts, mais ils ne sont toujours pas sûrs de la couleur de leurs yeux. C'est pourquoi personne ne quitte l'île la première nuit. Le matin, ils se revoient, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'est encore sûr de lui. Theta pense que, peut-être, ses yeux ne sont pas verts, et qu'Eta et Phi se regardèrent l'un l'autre. Elle se dit que maintenant, elles verront toutes les deux qu'aucune d'entre elles n'est partie, et qu'elles partiront la nuit suivante. Chacun des 3 pense ainsi, et, une fois de plus, personne ne part. La 2e nuit passe, et les 3 insulaires se retrouvent le 3e matin. Theta est maintenant sûre qu'Eta et Phi ne se regardèrent pas seulement l'un l'autre, mais qu'ils la regardaient aussi, et qu'elle devait donc avoir les yeux verts. Eta et Phi, qui ont suivi le même cheminement logique jusqu'au bout, se rendent compte de la même chose. Tous se disent donc qu'ils ont les yeux verts et partent le 3e soir. Maintenant, si j'ajoute un autre insulaire, la même logique fonctionnera, et il faudra une nuit de plus pour la comprendre. Dans notre cas, il y a 20 insulaires. Ils verront tous leurs 19 voisins aux yeux verts et se demanderont tous si les autres voient 18 ou 19 insulaires aux yeux verts. Ils s'observeront donc les uns les autres pendant 19 nuits, et lorsqu'ils se verront au 20 matin, ils partiront tous la nuit suivante. D'accord, bon travail. Voici la 2e énigme. Celle-ci est beaucoup plus facile à mon avis. Alors tu peux te détendre un peu, mais tu ferais quand même mieux de garder tes méninges actives. Tu pars donc en voyage à travers l'océan, pour livrer des aquariums contenant des espèces rares de poissons à des scientifiques qui travailleront à l'accroissement de la population de ces espèces aquatiques. Les aquariums sont projetés par-dessus bord. Les registres sont également perdus, si bien que tu ne sais même pas combien d'aquariums il y avait au départ. Et pourtant, il te faut tous les retrouver. Bonne nouvelle, il y a un sous-marin de sauvetage dont tu peux te servir, mais il n'y a assez de carburant que pour un seul voyage au fond de l'océan. Avant de descendre, tu dois donc procéder à quelques vérifications. L'imagerie thermique détecte 50 organismes dans les zones où tu as perdu tes aquariums. Il s'agit de tes poissons et de tes requins, même s'ils ne t'appartiennent pas vraiment. À l'aide du scanner, tu examines de plus près 3 régions de l'océan. Le secteur A, le secteur B et le secteur C. Le scanner montre que dans le secteur A, il y a 4 aquariums et 2 requins. Dans le secteur B, il y a 2 aquariums et 4 requins. Alors que tu es sur le point de scanner le secteur C, le scanner tombe en panne et n'indique plus rien. Tu dois donc déterminer le nombre d'aquariums avant d'envoyer ton sous-marin. Ce n'est pas une tâche facile,
surtout avec ces registres perdus. Tu ne sais pas exactement combien d'aquariums se trouvaient à bord, combien de poissons il y avait dans chaque aquarium, mais tu sais qu'il y en a autant dans chacun d'entre eux. On sait aussi que dans chaque secteur se trouve un nombre différent de requins, et pas plus de 7 dans chacun d'entre eux. Sachant tout cela, es-tu capable de calculer le nombre d'aquariums ayant coulé dans le secteur C? La meilleure façon de résoudre ce type de problème est d'avoir recours à un tableau. Nous savons donc qu'il y a 13 aquariums au maximum. 6 d'entre eux se trouvaient dans les secteurs A et B. Il y a donc entre 6 et 13 aquariums au total. Ni plus, ni moins, puisque nous en avons déjà confirmé 6. Passons maintenant aux requins. Dans chaque secteur, il n'y a pas plus de 7 requins. De plus, il n'y a jamais le même nombre de requins dans 2 secteurs différents. Comme les secteurs A et B comptent respectivement 2 et 4 requins, le nombre possible de requins dans la région C est de 1, 3, 5, 6 ou 7. Inscrivons ces nombres dans les lignes. Dans une colonne à côté, nous mettons 6 dans chaque ligne. C'est le nombre de requins dans les secteurs A et B. Nous savons également qu'il y avait 50 créatures dans ces fonds marins. Ainsi, pour chaque nombre possible de requins, nous pouvons calculer le nombre restant de poissons. 43 s'il y a 6 requins plus 1 dans le secteur C. 41 s'il y a 6 requins plus 3 dans le secteur C. 39 s'il y a 5 requins dans le secteur C. 38 s'il y a 6 requins. Et 37 poissons au total s'il y a 7 requins dans ce dernier secteur. Il faut maintenant se rappeler que le nombre de poissons est le même dans tous les aquariums. Le nombre total de poissons doit donc être divisible par l'une des valeurs possibles de la quantité totale d'aquarium. 43, 41 et 37 sont des nombres premiers qui ne sont pas divisibles du tout. Dans le cas de 38, nous aurions eu besoin de 19 aquariums, avec 2 poissons à l'intérieur de chacun, mais nous savons que le nombre maximum d'aquariums est de 13. Le seul scénario possible est donc 39 poissons dans 13 aquariums, c'est-à-dire 3 poissons dans chacun d'entre eux. Ainsi, dans le secteur C, 7 aquariums supplémentaires ont terminé au fond de la mer. J'espère que tu les retrouveras tous maintenant. Cela fait quelque temps que Daniel et Cherry se parlent au téléphone. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller prendre un café. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en personne. Et ils n'ont pas encore échangé leurs photos. Cherry écrit à Daniel « Je porterai 2 barrettes roses ». Lorsque Daniel arrive au café, il voit 3 femmes. Et surprise, elles portent toutes des barrettes roses. Peux-tu aider Daniel à retrouver son ami ? Regarde attentivement la première table. Il y a 2 tasses de café. Cela signifie que cette dame est déjà avec quelqu'un. La dame assise à la deuxième table boit son café plongé dans un livre. Il est clair qu'elle n'est pas là pour un rendez-vous. Enfin, la troisième dame porte une belle robe et il n'y a personne à sa table. C'est donc Cherry. Drake, l'ex-petit ami de Cherry, est un puissant magicien. Il ne veut pas la laisser partir. Il la kidnappe et l'enferme au sommet d'une haute tour. Il n'y a qu'une seule fenêtre et aucune porte. Drake allume ensuite un feu magique autour de la tour, puis s'en va. Cherry se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour s'échapper. Elle regarde autour d'elle et voit 3 potions magiques. Leurs flacons sont étiquetés. La première lui donnera une force physique incroyable. La deuxième transformera Cherry en vampire. Et la troisième lui permettra de faire apparaître n'importe quel animal. Quelle potion doit-elle utiliser ? Même si Cherry détruit la tour, il y aura encore le problème du feu magique. Et aucun animal ne pourra l'aider à s'échapper. Cherry s'échappe et se retrouve dans une forêt enchantée. Peux-tu trouver 4 créatures magiques ? Jette un coup d'œil à cette grotte. Un troll s'y cache. Il y a aussi 2 lutins assis sur les fleurs. Et cet arbre est un gobelin des bois. Poursuivant son chemin, Cherry voit un panneau. 3 routes mènent au village le plus proche.
Un dragon immortel, cracheur de feu, garde la première route. La deuxième route traverse les terres d'une sorcière. Elle déteste les hommes et transforme en statue tous ceux qui pénètrent chez elle. Enfin, des léopards vivent sur la troisième route. Peux-tu aider Cherry à choisir la bonne route? La deuxième semble être la plus sûre. Cherry est une femme. La sorcière ne la transformera pas en statue car elle ne déteste que les hommes. Cherry demande à la sorcière de l'aider à retrouver le village. La sorcière lui propose un... Sinon, tu seras ma servante pour toujours. Cherry doit accepter. Tu peux avoir du poivre, mais pas de sel. Tu peux manger du poulet, mais pas de bœuf. Tu peux manger des patates, du persil et du piment, mais pas de brocoli ni de carottes. Et tu dois tout préparer dans une poêle. Peux-tu aider Cherry à déchiffrer l'énigme? Elle n'a droit qu'à des aliments dont le nom commence par la lettre P. La sorcière montre son chemin à Cherry. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de la conduire au village. Un zombie se cache à l'arrière de la première voiture. Et il n'y a pas de siège passager dans la troisième voiture. Bien que le pare-brise de la deuxième voiture soit fissuré, c'est quand même la meilleure option. Cherry se trouve enfin dans le village. C'est un endroit magique. De nombreuses créatures étonnantes y vivent. Soudain, un hippopotame s'approche de Cherry et lui dit « S'il te plaît, aide-moi. Quelqu'un m'a volé mes vêtements. » De qui s'agit-il selon toi? Regarde le chien. Il y a le mot hippo sur son t-shirt. C'est donc lui le voleur. Cherry rencontre un fermier, Timothée. Il élevait jadis des poulets dans un autre pays. Ça marchait, il gagnait bien sa vie. Puis il a acheté une grande ferme dans ce village et s'y est installé. Timothée a vite appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il ne s'est pas inquiété. Il a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Ils n'ont donc rien à craindre des inondations. Timothée invite Cherry à dîner chez lui. Malheureusement, Drake, l'ex-petit ami de Cherry, les a déjà retrouvés. Il capture Timothée et Cherry dans la maison du fermier. Soudain, le téléphone sonne. Drake autorise Timothée à répondre. Mais il ne peut rien dire de la situation. Sinon, Drake utilisera sa baguette magique pour les transformer en serpents. Timothée répond donc... Bonjour maman, tu as besoin d'aide? Je suis à la maison et je vais me coucher. S'il n'y a rien d'urgent, je peux t'appeler plus tard. J'ai vraiment sommeil. 30 minutes plus tard, la police arrive, confisque la baguette magique et sauve nos amis. Comment Timothée a-t-il appelé à l'aide? Il a bloqué le son du téléphone lorsqu'il parlait, sauf pour les mots aide, maison, urgent et appelé. L'inspecteur offre à Drake une chance de s'enfuir. Il peut passer par l'une de ces 3 portes. Une jungle pleine d'animaux dangereux se cache derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y a un réservoir d'eau glacée où il est impossible de demeurer ne serait-ce qu'une minute. Et derrière la troisième porte, il y a un dinosaure géant cracheur de feu. Quelle porte est la moins dangereuse ? C'est la troisième porte. Les animaux cracheurs de feu n'ont jamais existé. Et les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années. Drake retourne à son château et découvre que quelqu'un a cassé tous les flacons contenant ses précieuses potions dans son laboratoire. Furieux, il interroge ses 3 serviteurs gobelins. Willy répond « J'ai passé toute la journée à nettoyer le château. Je ne suis même pas entré dans votre laboratoire. » Tilly dit « Ce matin, j'ai cueilli des roses dans le jardin.
Puis je suis entré dans votre laboratoire pour apporter des pétales pour vos potions. Tout était en ordre. Et Billy dit « Je préparais le dîner dans la cuisine, puis je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. » Qui ment? Tilly, il n'a pas cueilli de roses, elles sont toujours dans le jardin. Timothée prend 2 photos de Cherry. Peux-tu trouver 10 différences entre elles? Les voici. Le 4 juillet, quelqu'un a cambriolé la maison de Cherry alors qu'elle était en train de pique-niquer. L'inspecteur trouve 4 suspects et les interroge sur ce qu'ils faisaient ce jour-là. Bobby, le pompier, répond « J'étais de service la veille. J'étais donc fatigué, alors j'ai dormi toute la journée. » Nick est étudiant. Il dit « Je faisais la fête de l'indépendance avec ma famille. » Rick, le manager, dit « C'était férié, j'ai joué à des jeux avec mes colocataires. Ensuite, nous avons regardé la télévision toute la nuit. » Et Kevin, le facteur, dit « J'étais au bureau toute la journée. Tous mes collègues m'ont vu. » L'inspecteur identifie immédiatement le voleur. Et toi? C'est Kevin. La fête de l'indépendance est un jour férié. Les facteurs ne travaillent donc pas. Thierry reçoit son premier salaire et cache ses sous dans son placard. Ses 3 colocataires ne sont pas à la maison. Elle décide ensuite de se rendre à la salle de sport. Après son entraînement, Thierry rentre chez elle et découvre que son argent a disparu du placard. Soudain, ses 3 colocataires arrivent. Thierry demande à chacune d'elles « Est-ce que quelqu'un a volé mes sous ?» Bella répond « J'étais à l'université toute la journée. Je viens de rentrer pour mon petit déjeuner et je ne suis pas entrée dans cette pièce. » Anna dit « Je suis aussi venue déjeuner, mais après Bella. J'ai ouvert la porte du placard pour y chercher des documents, mais il n'y avait pas d'argent dedans. » Et Megan dit « Je ne savais même pas que tu cachais de l'argent dans le placard. Je viens de rentrer du travail. Tu devrais en parler à l'agent de sécurité. » Qui est la voleuse? Bella a dû se dire que si Cherry a fouillé cette pièce, c'est que c'est là que l'argent a disparu. Elle n'est donc pas suspecte. Mais Anna a dit qu'elle avait ouvert le placard et qu'elle n'y avait pas trouvé d'argent. Or, Cherry n'a jamais mentionné le placard. Par conséquent, c'est Anna la voleuse. Je t'ai préparé un test sur les animaux. Je vais te montrer une image et tu devras me dire de quel animal il s'agit. Ça te paraît facile? Nous allons voir. N'oublie pas de noter ton score et à la fin, tu découvriras ton résultat. Progressivement. Voici le premier animal. Qu'est-ce que c'est, selon toi? Bien sûr, c'est un éléphant. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres et leur trompe est incroyablement sensible. L'éléphant d'Asie peut même ramasser une cacahuète et la décortiquer. Voici le suivant. Qu'en dis-tu? Il s'agit sans aucun doute d'une tortue. Savais-tu que ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe des nouveau-nés? C'est la température dans le nid. S'il y fait frais, les nouveau-nés seront des mâles. S'il y fait chaud, ce seront des femelles. Quel est cet adorable animal à ton avis? C'est un pingouin. Nous offrons des fleurs à nos proches pour leur témoigner affection et reconnaissance. Mais les pingouins s'offrent des pierres. En outre, ils peuvent contrôler la circulation de leur sang dans leurs pieds, ce qui les empêche de geler. Celui-ci est facile. Qu'en dis-tu? Bien sûr, c'est un écureuil. Ces animaux sont des petits gars plutôt doués. Ils peuvent trouver leur nourriture sous 30 cm de neige. Ils peuvent aussi faire semblant d'enterrer une noix afin de tromper les voleurs potentiels. Mais 25% de leur réserve finit quand même dans l'estomac d'autres écureuils. Et cet animal, tu le reconnais?
Oui, c'est bien un renard. Un autre animal bien connu. Qu'en dis-tu? C'est une girafe. Les motifs de leur pelage sont uniques. Il n'y a pas deux girafes avec le même motif. De plus, elles ne boivent qu'une fois tous les quelques jours, même quand elles sont proches de l'eau. Quel est cet animal? C'est un chameau. Ils peuvent vivre pendant des semaines sans une seule goutte d'eau, soit plus longtemps que les girafes. Pour comparaison, un humain ne peut tenir que 3 jours sans eau. Mais quand les chameaux boivent, ils peuvent avaler jusqu'à 180 litres d'eau en une fois. Tu le reconnais celui-là? Qu'est-ce que c'est? C'est un hippopotame, bien sûr. Ils adorent l'herbe et peuvent en manger 36 kilos en une seule nuit. Et oui, ils dorment pendant la journée et s'activent la nuit. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un rhinocéros, bien sûr. Les rhinocéros ont une très mauvaise vue. Si tu te trouves à 30 mètres d'eux et que tu ne bouges pas, ils ne te verront pas. Mais ils ont un très fort odorat. De plus, ils adorent la boue. Ils se roulent dedans et les protègent des insectes et les gardent au frais. Et cet animal, tu le reconnais? Savais-tu qu'elles sont immunisées contre le venin des serpents et peuvent même manger ces animaux dangereux? Que dis-tu de cette adorable créature? C'est un phoque du Groenland, et son pelage blanc en fait l'un des animaux les plus mignons de la planète. Mais ça ne dure pas très longtemps. Les phoques du Groenland n'ont cette fourrure que jusqu'à l'âge de 6 semaines environ. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un scorpion. Ces créatures sont plus anciennes que les dinosaures. En outre, elles peuvent vivre 1 an sans nourriture, et elles brillent dans le noir. Et ce grand animal, sais-tu ce que c'est? C'est un élan. Savais-tu qu'ils ne vivent que dans des endroits où il y a de la neige en hiver? Est-ce que tu reconnais cet animal? C'est un loup. Ils naissent complètement aveugles et sourds. Bien sûr, plus tard, ça change. Un loup adulte peut entendre jusqu'à 15 km à la ronde. En outre, ils ont environ 200 millions de cellules olfactives. Cet animal, tu sais ce que c'est? C'est un orang-outan. Ils sont très intelligents et savent utiliser des outils. Ils se fabriquent même des gants avec des feuilles afin de se protéger des épines. C'est un suricate. Ils vivent dans les déserts et n'ont pas besoin d'eau pour vivre. Ils s'hydratent en mangeant des insectes et d'autres aliments. Et celui-là, connais-tu son nom? C'est un diable de Tasmanie. Ils sont très dangereux. Ils mordent si fort que les os se brisent. Ils aiment aussi crier et effrayer les autres animaux. Un détail amusant, ils stockent leur graisse dans les queues. Au suivant, quel est cet animal? C'est un calmar, bien sûr. Les calmars ont 3 cœurs. De plus, ils se nourrissent souvent d'autres calmars plus petits. Tu reconnais ce poisson? C'est une anguille électrique. Leur décharge est si puissante qu'elle peut terrasser un cheval. En outre, comme elles ont une mauvaise vue, elles doivent émettre un signal électrique pour s'orienter. D'après toi, quelle est cette adorable créature? C'est un panda roux. Son régime alimentaire est composé à 97% de bambou. Les 3% restants comprennent des œufs, des fleurs et des petits mammifères. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est un phacochère.
Ces gars-là sont végétariens et même s'ils sont forts, ils préfèrent courir plutôt que de se battre. De plus, comme ils aiment être toilettés, ils vivent en harmonie avec les singes. Allez, encore un. Cet animal te dit quelque chose? C'est un porc-épic, un petit cochon à épines. Ce sont des créatures timides et de bons nageurs. Quant à leurs piquants, ils ne peuvent pas les tirer sur leurs prédateurs, c'est un mythe. Cependant, comme ils se détachent facilement, tu risques d'en avoir sur les mains si tu touches cet animal. Qu'est-ce que c'est? C'est une marmotte. Elles dorment tout l'hiver et sont extrêmement douées pour la construction. Leurs maisons peuvent faire jusqu'à 18 mètres de long. Tu devineras facilement le nom de cet animal. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un ornithorynque. Savais-tu que leur venin est mortel? Mais ne t'inquiète pas, aucun cas n'a encore été signalé. Bien, et ce gars-là? C'est un Oryctérope, parfois appelé cochon de terre. Ils vivent sur le continent africain et ne marchent pas exactement sur les pieds, seulement sur leurs orteils. Au suivant, celui-ci a des yeux fous. Comment se nomme-t-il? C'est un aïe-aïe. Il est originaire de Madagascar et il a assez mauvaise réputation. Les habitants croient que les aïe-aïe portent malheur. Et cet adorable petit gars, c'est un chien de prairie. Ils ne sont pas aussi gentils qu'ils en ont l'air. Ils sont même plutôt féroces. En outre, ils sont très intelligents et ont un vocabulaire élaboré. Ils peuvent prévenir leurs congénères quand un humain approche. Et ce drôle d'oiseau? C'est un okapi. Ils appartiennent à la famille des girafes et ne vivent plus que dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Les humains les ont découverts il y a un peu plus de 100 ans seulement, en 1901. Non, ce n'est pas un Pokémon, c'est un vrai animal. Comment s'appelle-t-il? C'est un nudibranche, une limace de mer qui vit dans les eaux peu profondes de tous les océans. Celui-ci devrait être facile. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un vison. Comme les chats, ils ronronnent quand ils sont heureux. Et est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un margaille. Personne ne sait exactement combien il y en a dans le monde. Et cette adorable créature, c'est quoi? C'est un pika. Ils sont apparentés aux lapins, mais ce sont des ocotonidés. En fait, ils ont des queues, mais tu ne peux pas les voir car ils les cachent sous leur fourrure. Un petit dernier, probablement assez difficile. Qu'est-ce que c'est? C'est bien un tardigrade. Cet animal microscopique est présent sur Terre depuis 600 millions d'années. A survécu aux 5 grandes extinctions de la planète et survivra sans doute à toute apocalypse. Alors, combien de bonnes réponses as-tu? Dis-moi tout dans les commentaires.